Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission qui de Saint-Malo à Paris et même via Los Angeles est entièrement dédiée, dévouée, consacrée à la bande dessinée et au 9e art. Los Angeles parce qu'on ira rencontrer Bruce Willis et l'équipe de Clones et les auteurs de la bande dessinée tout à l'heure. En attendant, on est au festival Quai des Bulles dont l'émission est partenaire maintenant depuis plusieurs années. On va faire découvrir les coulisses et les auteurs phares, évidemment comme un phare breton qui nous illumine. Et un de mes auteurs, moi, préférés personnellement, et qui est là, c'est Philippe Le Guy. Philippe, comment vas-tu? Eh bien, bien. Je suis heureux de te revoir, d'une part, et puis d'autre part, d'être à Saint-Malo, bien sûr, et de servir de phare. Voilà. Écoute, le phare de mon émission. Le phare de ton émission. Tu as une double, très belle actualité. On va commencer par ce Artbook chez Achilleos. Artbook, ça veut tout dire. C'est un livre sur l'art, sur ton art à toi que tu as fait depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce bouquin? C'est très étrange parce qu'en fin de compte, ce sont les éditeurs de chez Achilleos qui m'ont proposé de faire ce bouquin il y a 2 ans déjà. Alors donc, plutôt que de partir sur le principe d'un bouquin, on dirait Le Guy, il est beau, il est grand, il est fantastique, etc., ce qui n'est pas très intéressant, j'ai préféré qu'il y ait un entretien qui a été mené par un de tes confrères qui s'appelle William Garrett, qui est journaliste, reporter à la télé, et qui est donc venu à la maison, etc. On a fait l'entretien, on a discuté, et on était heureux de se retrouver parce qu'on se connaît aussi depuis un certain nombre d'années. Et puis, du côté éditeur, plutôt que de faire une chronologie, ce qui est assez classique dans les bouquins, c'est-à-dire on part en 1840 quand j'ai commencé à peu près, voilà, du temps de ma jeunesse, et puis ensuite on va dans l'évolution du travail. Là, on a plutôt pioché au fur et à mesure, un peu à la façon d'ouvrir un carton à dessin, et puis de sortir les dessins et de dire ah et ça. C'est quoi ça? Ça, c'était ce que j'ai fait à telle époque, etc. Voilà, c'est le principe. Et on est arrivé petit à petit à un bouquin quand même de 260 pages. Parce que j'ai aussi évidemment quelques années de dessin derrière moi et quelques milliers de dessins. Et ça permet de découvrir certaines facettes de mon travail que les gens ne connaissent pas à travers les séries telles que Percevant, etc. Mais Philippe, est-ce que ce livre, qui est vraiment magnifique chez Achilleos, c'est une page qui se tourne ou c'est une page qui s'ouvre pour toi? Ah mais non, c'est une continuité. C'est à la fois, je ne peux pas dire que ce soit pas une reconnaissance de mon travail parce que ce serait de l'hypocrisie. C'est une satisfaction pour moi parce que je serais hypocrite de dire que je ne suis pas heureux d'avoir ce bouquin. Quand même, avoir un bouquin qui vous est consacré comme les grands peintres, comme les grands cinéastes, et de mon vivant. En plus, on n'a pas attendu que je sois mort pour le faire. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est une continuité, c'est-à-dire que moi, je suis toujours je dessine toujours Percevant, les aventures de Percevant, il va y en avoir 2 l'an prochain qui vont paraître chez Dargaud. Je dessine une nouvelle série qui s'appelle Guildwin. Je n'édite pas, on édite les aventures de Silvio que j'ai dessinées pendant des années dans Pif Gadget, etc., etc. Donc moi je suis toujours dans le mouvement et toujours dans l'action et pas prêt de décrocher du tout parce que les idées j'en ai plein la tête et puis c'est le genre de métier dans lequel on ne lâche pas et on ne lâche pas parce qu'on veut occuper la place, on ne lâche pas simplement parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et donc c'est difficile de décrocher avec d'une passion. Philippe, merci. Merci. N'oubliez pas le Artbook chez Achilleos, le Percevant, tirage spécial 400 exemplaires. Dépêchez-vous, d'ailleurs vous pouvez aller sur le site d'achilleos.fr, vous pouvez acheter justement ces ouvrages et puis on attend 2010 chez Dargaud avec la suite des aventures de Percevant. Maintenant on va changer d'univers, on va rencontrer Bruce Willis et toute l'équipe de Clones. Clones, c'est un film blockbuster évidemment à l'américaine qui est tiré d'une bande dessinée. On a rencontré les 2 auteurs de la bande dessinée, toute l'équipe du film. Très beau sujet, signé Stéphane Boden. À tout de suite. With most people living their lives through their surrogate selves, our world has become a safer place. Take a seat in your stim chair, and just with the power of your mind, you can control your surrogate and send it out into the real world.
It's a suspense thriller, action thriller, and me running down the street looking like that, trying to save the world again. I think this is the 10th time I saved the world. Keep cool, Bruce. On sait que tu as sauvé le monde un bon paquet de fois, mais ton personnage, dans Clones, c'est avant tout un personnage de bande dessinée. Allons voir Robert et Brett, les deux lascars qui ont créé cet univers. Robert, c'est plutôt un cauchemar ou un monde fantasmé que tu nous décris dans Clones? Je ne voulais pas trancher à la place du lecteur. Je voulais laisser la question ouverte et laisser au lecteur la réponse. Je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui à travers l'Internet, par exemple. On voit non seulement l'effacement des communications interpersonnelles, mais également on voit l'Internet effacer les caractéristiques humaines telles que l'âge ou l'identité. Et cela nous mène à redéfinir effectivement l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, de notre identité. Alors, mon approche a été simplement d'extraire cela des ordinateurs et du monde Internet et de le placer dans le monde réel. Clones, en bande dessinée aux éditions Delcourt, c'est un univers à la Philippe K. Dick. La science-fiction, inventée pour l'histoire, n'est pas forcément très loin de notre propre réalité. Je crois que j'aspire à m'inscrire dans cette lignée. Je n'oserais pas prétendre que j'ai la même qualité d'auteur qu'un Philippe K. Dick, mais c'est certainement le type d'écriture auquel j'aspire. Une écriture de genre, mais à la fois très littéraire. Le dessinateur, c'est Brett. Il a donné à Clones l'apparence d'un thriller futuriste très sombre, bien loin d'un comics classique avec ses super-héros en collant rouge. Dès le début, c'est le scénario qui a imposé cette atmosphère, un peu une atmosphère de polar, qui évoque les films noirs par les lumières, par les éclairages. Effectivement, ce sont les mêmes sources qui ont inspiré Blade Runner, par exemple. Des choses très sombres, des mondes dont on peut presque sentir la texture. Retour à nos acteurs de chair et de sang, ou leurs clones, qui sait, on ne sait pas vraiment. Bruce, comment pourrais-tu décrire ton personnage? Et es-tu un fan de toutes ces nouvelles technologies? He's cranky, he's irritable, he's a cop, he's not happy with the way things are going. And he doesn't get along with his wife, estranged from his wife because of surrogacy, and just wants his wife back. And people have one of the byproducts of surrogacy is that people tend to hide behind that mask. Information continues to be compressed and to move faster. I'm not a fan of the social networking technology that exists, or electronic technology. If the power went out, we all have to go home right now. À tes côtés, Bruce, une actrice, belle évidemment, qui semble avoir été très inspirée par son rôle dans Clones. I play a woman called Jennifer Peters, but I actually play, most of the time I'm playing the robot of Jennifer Peters' character. And I'm an FBI agent working with Tom Greer's surrogate on a case where somebody's figured out a way to kill a robot, to kill the person by killing their robot. And it gets very complicated. But anyway, that's what's happened. And it's the first time in the history of surrogacy that this has ever occurred. And it's a fairly new technology that people have recently adopted. So everybody's completely freaked out about a homicide, because it feels like crime has been eradicated when they've brought in this technology. Maggie, get offline. I think something's going to... Une bande dessinée aux éditions Delcourt, un film qui s'annonce déjà comme le blockbuster de l'automne. Préparez-vous, les clones sont d'attaque et sont peut-être déjà parmi nous.
continue nos aventures ici à Saint-Malo. Une nouvelle fois, on va complètement changer d'univers. On a rencontré Philippe Lugui, ensuite Bruce Willis pour Clones. Maintenant, Philibert, le dessinateur, ou je dirais plutôt peintre de Noir Tango. J'ai eu un grand coup de cœur pour cet album, une nouvelle fois chez Achilleos. Philibert, bonjour. Bonjour. Vous êtes plutôt dessinateur de bande dessinée, moi je dirais plutôt peintre de bande dessinée. Oui, pourquoi pas, ça fait un nouveau métier à inventer peut-être, puisqu'en fait il n'y a pas beaucoup de différence entre la peinture et la bande dessinée. C'est vrai ? Si ce n'est que ça raconte une histoire. Alors vous venez d'où, Philibert? Je crois que c'est votre première bande dessinée, donc il y a eu un avant bande dessinée. L'illustration, je crois, pour enfants, vous travaillez. Oui, voilà, voilà, j'ai fait de l'illustration pour enfants pendant des années. Mais c'était l'illustration pédagogique, scolaire. Je travaillais, je faisais les livres d'école, les cahiers d'entraînement. J'ai créé des ateliers de bande dessinée aussi, je travaillais dans les écoles. Voilà, ça m'intéressait beaucoup et j'en ai tellement fait qu'un jour j'ai voulu arrêter, j'ai voulu changer. Et je me suis adressé au public adulte auquel je ne m'étais jamais adressé. Je me suis mis à la peinture, j'ai cherché mon style, je l'ai trouvé. Et puis j'ai fini dans la classe de la bande dessinée. Et Noir Tango, c'est vrai, moi je dis j'ai pris une grande claque parce que à la fois un très très beau scénario qui va nous emmener en Argentine, dans les bas-fonds de l'Argentine, mais en même temps avec ce superbe tango qui est conjugué dans le quotidien des gens. Et votre style graphique incroyable, il vient d'où ce style graphique? Il y a les alors là les influences elles sont très très diverses, ça va aussi bien des super-héros de Strange de quand j'étais jeune. Ouais. Que des grands personnages comme Botero, que tous les peintres contemporains et les surréalistes. Puis c'est sorti comme ça et c'est vrai que je sais même pas moi-même pourquoi je me suis mis à dessiner et à peindre comme ça. Faire de l'art plastique aussi, j'ai fait des bustes qui ont la même patte. C'est du lourd léger, voilà. Je fais du lourd léger, qui virevolte en tout cas, comme le tango, avec votre style particulier. Est-ce que c'était pas trop contraignant lorsqu'on est à la base finalement peintre de s'inscrire dans des cases et dans des bulles parce que y a de la répétition, il y a les mêmes personnages et bon, faut respecter le scénario. Oui, absolument, une grosse contrainte, mais tout à fait enrichissante. C'est ça qui m'a intéressé justement. Contrairement au fait de faire une bande dessinée, ça m'a permis de sortir de ma case justement de peintre et d'illustrateur et d'aller voir ailleurs et ça m'a permis de travailler des aspects de cette expression artistique et sous des formes différentes, de travailler en plus avec quelqu'un, d'adapter une histoire. C'est vrai j'ai eu un gros travail sur moi à faire en tant que peintre. Que normalement, chaque peinture, c'est une remise à zéro des compteurs, alors que là, il faut toujours avancer en gardant ce qui a été fait en référence. C'est vrai que c'est très différent. Bon Philibert, merci beaucoup. De rien. On est à Saint-Malo, Quai des Bulles, il y a des dédicaces, on va vous laisser dédicacer cet album. Nous on va continuer nos aventures. On est allé suivre, c'est la première fois qu'on le fait, il y a toujours une première fois, les auteurs des Nombrils, les auteurs canadiens qui étaient en visite en France pour une sortie qui a beaucoup marché aux éditions du P. On les a suivis à Strasbourg dans leur quotidien d'auteurs de bande dessinée. Voilà, il y a un départ le matin dans le train, il y a des dédicaces, il y a un retour, il y a plein de choses. C'est Thomas Carré-Pierrat qui nous offre ce reportage. C'est parti. Des Québécois, des adolescentes, pas de doute, les Nombrils débarquent à Strasbourg. De la Fée du Buc, les auteurs de cette série à succès ont traversé l'Atlantique pour rencontrer leurs lecteurs français. Des fans toujours au rendez-vous pour le 4e tome des aventures de Jenny, Vicky et Karine. Un album plein de surprises où l'on apprend à mieux connaître les deux pestes et leurs souffre-douleurs préférés. Karine a été la victime consentante, en tout cas pendant 3 albums de Jenny et Vicky.
se laisser un peu marcher sur les pieds comme ça. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut un retour du balancier. Donc on a amené une 4e fille qui finalement, en fin de compte, c'est elle la méchante dans le tome 4. Donc de voir les filles qui s'allient comme ça contre une autre, je pense que ça renouvelle un peu à quelque part la série. Et puis nous, ça nous a fait du bien comme auteur. Je pense que ça fait du bien au lecteur aussi. Humour, cruauté, provocation, voici les ingrédients du succès des Nombrils. Une plongée dans les eaux troubles de l'adolescence traitée avec justesse et ironie. Ce qui nous intéresse dans l'adolescence, c'est beaucoup le fait que c'est souvent des premières fois. Donc, un premier amour, une première peine d'amour, des traîtrises, ou ce genre de trucs-là. Tout est ultime parce que c'est pas des trucs qui ont été vécus depuis 10 ou 15 ans, tout est nouveau. Donc, c'est une période, oui, où le nombrilisme est présent. On essaie d'éviter d'aller observer des adolescents d'aujourd'hui parce que forcément, on est tous les deux dans la trentaine, on les regarderait avec un regard d'adulte, puis on aurait tendance, qu'on le veuille ou non, on aurait tendance à porter un jugement sur leur façon d'agir. Alors que quand on se replonge dans nos histoires, ce que nous, on a vécu à l'adolescence, ça reste des choses qu'on a vécues réellement puis qu'on a réellement vues. Donc ça se rapproche plus de la vérité. Et le public s'y retrouve entièrement. Mais au fait, cette série s'adresse-t-elle uniquement aux adolescentes frivoles? Je sais pas, ouais, ça se définit pas qu'aux adolescents. Il y a quand même l'accueil, il est quand même très très varié. Comme j'ai pu parler avec eux, comme ils disent, ça touche quand même un public qui est quand même très très large, mine de rien. Moi j'adore votre BD. Oui, trop bien. Elle est trop bien à la fin. Vous avez déjà lu le 4? Ouais. C'est moi qui ai fait. Ben, moi je trouve ça stylé, ça fait un peu un souvenir et tout. Et comme j'aime bien, voilà. Des sourires qui font du bien. Pendant un mois, Marc et Maryse ont enchaîné les séances de dédicaces en France, en Belgique et en Suisse. Une occasion de sortir de la solitude de leur atelier. C'est vrai que ça draine un peu d'énergie, mais en même temps, ça nous en donne beaucoup. À chaque fois, on retourne chez nous gonflé à bloc pour commencer l'album suivant parce qu'on a eu tellement de commentaires des lecteurs. Le fait de rencontrer les lecteurs, c'est un peu ce que ça permet, c'est d'avoir de l'enthousiasme pour se lancer dans le prochain. Et de l'énergie, il en faudra pour écrire un 5e tome attendu avec impatience. Alors, pas le temps de se regarder le nombril. De la Fée du Buc vont rapidement se remettre à plancher. Juste le temps de profiter une dernière fois des charmes de Strasbourg. On continue nos aventures ici au Festival Quai des Bulles à Saint-Malo avec Bastien Vives. Bastien. Bonjour. On t'avait quitté avec Le Goût du chlore, maintenant Amitié étroite. Alors, toujours collection Caster, c'est une collection qui te va bien? Bah pour l'instant le format va bien et l'équipe qui est derrière, que ce soit édition et attaché de presse, tout ça, tout se passe très bien avec Caster, ils font du bon boulot donc. Ouais, donc pour toi c'est du pur plaisir. Ouais, carrément. Bah là le truc c'est que il me donne vraiment l'espace pour pouvoir à chaque fois faire mon album. J'ai un one shot et puis je sais maintenant comment travailler avec Didier Borg, mon éditeur, donc ça se passe bien. Ouais. Le goût du chlore dans mes yeux, ça se suivait, c'était un peu la recherche comme ça, un truc assez symbolique. Et Amitié étroite, là on est complète. Je retourne un peu à mes premiers amours de Elle, dans Hollywoodian, le côté où je vais retrouver des personnages, Francesca, Bruno, on va suivre leur histoire. Ils vont vraiment exister en tant que personnages et non plus en tant qu'entité, comme il y en avait dans Le Goût du chlore. Voilà. Une nouvelle fois, c'est du quotidien que tu aimes travailler justement. Bah là pour le coup, je voulais m'attaquer au mythe de la relation amicale fille-garçon, quoi. Donc là je me suis un peu basé sur un vrai mythe, ouais. Donc je me suis basé sur le quotidien de ces personnages-là pour arriver à comprendre et qui est entremêlé de flashbacks où on revient en arrière et on arrive un peu plus à cerner l'importance de cette amitié et surtout qu'est-ce qu'ils risquent de perdre ou de gagner suivant le bouquin, quoi. Ce bouquin, ça t'a permis de faire un travail personnel sur justement le mythe de l'amitié? Non, mais c'est juste que c'est un truc qui me tenait à cœur. Je pense comme tout le monde, on avait au lycée ou n'importe où une meilleure amie ou quelqu'un comme ça qui avait ce rôle. Et c'est quand même des choses qui me touchent beaucoup. Et s'il y a bien quelque chose dans lequel je suis convaincu aujourd'hui, c'est de l'amitié. L'amour, j'en sais pas encore, mais l'amitié, ouais.
Par rapport au Goût du Chlore, je reviens une fois à la comparaison, mais c'est normal parce que les albums sont en même collection. Est-ce que tu as changé ta façon de travailler, ta façon d'aborder les personnages, de les mettre en scène? Non, ça suit son déroulement logique, même si là, j'arrive dans un récit, quand même, c'est plus du huis clos, c'est quand même beaucoup plus construit, il y a plus de personnages, plus de mise en scène. Et là, je sens que je franchis d'une certaine manière une certaine étape dans la mise en scène. Tu te sens le Cédric Clapiche de la bande dessinée, mais c'est du quotidien, une nouvelle fois, c'est des choses qui nous touchent, qu'on a vécu ou qu'on vivra. Donc, Cédric Clapiche dans Un air de famille par exemple, ou même si on prend l'auberge espagnole ou ce genre de choses, oui, il y a un côté où il aime séduire et je pense que j'aime bien ça aussi. Bon Bastien, merci à toi. Ouais, merci. On te laisse Le Goût du Chlore hein, pour ceux qui ne l'avaient pas découvert, Amitié étroite, collection Caster chez Casterman. Nous on va continuer nos aventures, on va se rendre à Péronne. Péronne, c'est l'historial de la Grande Guerre. Une très belle exposition y était consacrée sur tous les auteurs de bande dessinée qui ont plongé leur talent justement dans cette Grande Guerre, la guerre de 14-18, que tout le monde a entendu parler, surtout pour notre génération. C'est parti, un reportage signé Nicolas Béard. À tout de suite. « 14-18. Il y a quelque chose d'intime dans cette guerre, que partagent tous les auteurs qui s'y attellent. Un mélange d'imaginaire, de mémoire collective et de souvenirs. Je suis d'une génération où j'ai des arrière-grands-parents qui l'ont faite et qui m'ont raconté comment c'était. On se souvient de ce qu'ils ont dit et on se rappelle combien c'était dur. Et ce qui m'intéresse malgré tout, malgré la difficulté, malgré l'horreur, ce qui m'intéresse bien dans la guerre de 14, c'est que c'est une guerre qui est encore humaine. Plus je lis des choses là-dessus et moins je comprends finalement comment c'était possible, comment les gens ont pu le supporter, etc. Tout ce côté qui dépasse l'imagination d'avoir fait vivre des gens pendant 4 ans dans des circonstances pareilles. Selon les artistes, les approches diffèrent. Satiriques, humoristiques, réalistes ou encore fantastiques. D'autres ont pris le parti d'être pédagogiques. Dans ce cas, l'exactitude est de rigueur. J'ai lu, j'ai visité à des sources différentes, comparé les informations. Et effectivement, au niveau du graphisme, là, il fallait le souci du détail. Et bon, j'ai eu des choses amusantes, des retours amusants, parce qu'il y a toujours plus pointu que vous ne pensiez chez les lecteurs, hein. Donc des courriers de lecteurs en me disant que les bandes des pantalons des chasseurs c'était pas jaune mais jonquille. Donc ça, on s'expose à ça. Tous partagent le même sentiment de 14-18, celui d'un conflit colossal et dramatique que l'on n'appelle pas la Grande Guerre pour rien. Pour Xavier d'Horizon, l'époque se prête à la démesure au point d'y inclure des super-héros. J'ai été élevé avec des super-héros et j'ai envie de raconter ça, mais à la française. Et le problème, c'est quand trouver en France une période qui soit à la taille du super-héros. Le super-héros, c'est un personnage démesuré. C'est un personnage issu de l'Antiquité, des mythes grecs. C'est un personnage qui s'habille en XXL. Et la seule époque où la taille était encore bonne pour qu'il puisse s'habiller avec son époque, c'est 14-18. Il y avait une volonté de croire dans le dépassement humain, une volonté de croire dans plus grand, plus fort, plus haut, plus beau, plus immense. Pour rigoler, on fait la Tour Eiffel, pour s'amuser, on fait le Grand Palais, et nos compositeurs, c'est Debussy. Et voilà, on est dans une forme d'exaltation. On est loin du discours patriotique de l'époque, de Bécassine ou des Pieds nickelés. Les auteurs d'aujourd'hui s'attachent au drame humain avec le sentiment de travailler pour la mémoire et la postérité. Moi, mon grand-père a fait la guerre de 14. J'ai pas pu en parler vraiment avec lui, et donc c'est aussi une façon de rendre hommage à ces gens. Maintenant, ça fait définitivement partie de l'histoire, parce que le dernier poilu est décédé. La BD est un bon média pour ce travail de mémoire qui me semble important. On termine cette émission au festival qui débute. C'est la deuxième émission, il y en aura une autre la semaine prochaine évidemment avec Monsieur Olivier Vatine. Olivier, ça va? Ah oui, écoute, comme toi je suis venu prendre le bon air. L'air marin. De Saint-Malo. Ouais, de Saint-Malo, c'est déjà pas mal. Je vois que tu as entre les mains un objet emballé.
Ouais, mais tu vois, c'est Très bel objet, voilà, de l'imprimeur, ils sont encore bons, l'encre chaud. Et Olivier va nous l'ouvrir. C'est un grand moment. Bon, d'abord, il faut que tu le sniffes. Voilà. Attends, l'odeur de l'encre. Ouais. C'est toujours un bon moment, ça. C'est là où tu vois que l'album est bon ou pas? Ouais, il est frais. Je peux te dire, il est frais. Il est frais. C'est un vrai. Le secret de Sixy, c'est un vieux projet que tu as avec Christopher Leston ou? Non, c'est un projet plutôt récent en fait. C'est une histoire qu'ils avaient envie de raconter depuis longtemps avec Didier Tarquin, qui se situe entre le tome 5 et le tome 6 de l'Enfeust. Et à un moment, Sixy disparaît à la fin de l'album. Elle revient à l'album suivant, c'est L'ombre mystérieuse avec Mule. Et entre-temps, il s'est passé un truc et ça n'a jamais été raconté. Et ils ont décidé de me confier l'histoire. Sixy part d'Arshan sur un bateau marchand et quitte la joyeuse troupe de l'Enfeust, Ebus et tout, à la suite d'une dispute, et se retrouve enrôlé sur un navire pirate avec un équipage féminin. Que féminin, des pirates au féminin, plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Le fait de te plonger justement dans cet univers qui était déjà habité, c'est facile de reprendre comme ça des personnages, de s'y engouffrer, de réinventer peut-être, tu vois, son caractère, sa façon de faire, etc. En fait, pour cet album-là, il y avait que Sixy à reprendre. Donc je leur ai envoyé des croquis et tout, évidemment, pour qu'ils soient d'accord. Après, tous les personnages de l'album, à part un ou deux qu'on voit à la fin, ont été vraiment créés pour l'histoire. Écrit par Christophe et dessiné par moi. Donc tu as pu te faire plaisir, voilà, et utiliser ton propre univers finalement. Oui, je pense qu'à l'arrivée, c'est un peu un mix des deux. Puis moi, ça me plaisait bien parce que si j'avais fait de la SF, j'avais pas fait de fantasy. Mais en même temps, c'est un monde marin aquatique, ça me rappelait un peu Aquablue, mais mes tendres années. Tes tendres années, la fantaisie, mais évidemment plein d'aventures, du gag, de l'humour. Oui, c'est des choses que tu aimes conjuguer dans ton graphisme. Ah oui, tout à fait. Et puis, au storyboard, en plus, c'est comme les scénars de Christophe, des potes et tout, c'est plaisant à mettre en page, à mettre en scène, à faire jouer, à essayer de trouver le bon dynamisme pour faire avancer les scènes. Olivier, j'imagine que l'année 2010 va être encore une très bonne année pour toi. Quels sont tous tes projets? Mes projets, déjà, c'est de commencer le tome 2 dans la foulée, parce que c'est une histoire qui se déroule en 2 volumes. Un bon diptyque. Voilà. Donc il faut le finir. Il faut le finir et ensuite continuer à m'occuper de Comics Bureau, la compagnie que j'ai montée, la boîte d'édition que j'ai montée avec mes amis d'Atacus. Et je vois qu'il y en a de plus en plus. Comment tu choisis tes auteurs? Comment tu dis, tiens, celui-là... C'est un petit peu, je dirais, collégial, soit Olivier ou moi trouvons des auteurs sur le net. Par exemple, Dean Eagle, là, qui est présent sur le salon, c'est un auteur dont je connaissais le boulot, qui a travaillé pour Playboy et tout. Alors je suis allé voir s'il était sur Facebook. On est devenus amis sur Facebook. C'est vrai, tout simplement. Oui. C'est génial. Et après, je lui ai envoyé des mails et je lui ai dit, écoute, voilà, ça te brancherait de faire un sketchbook? Ouais, super. Et il connaissait mon boulot. Voilà, Facebook, ça sert à beaucoup de choses. En tout cas, pour le boulot, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, et j'imagine que tu te fais aussi plaisir d'avoir des auteurs que tu admires et pour qui vraiment le travail est superbe et rend bien dans cette collection. Oui, ou même des auteurs complètement, enfin, je dirais pas complètement inconnus, mais comme Sia, qui est une jeune illustratrice qui travaille plutôt en presse et en jeunesse et dont j'adore le boulot. Donc voilà, elle a son sketchbook, c'est première séance de dédicace aujourd'hui. Bon, monsieur le directeur de collection, que du bonheur, en tout cas on te retrouve chez Atacus, évidemment pour le sketchbook. Puis Atacus, vous les verrez la semaine prochaine puisqu'on fait une émission spéciale 200e cadeau. Donc évidemment on commencera avec Atacus. Puis on te retrouve chez Soleil, le secret de Sixy. On va essayer de découvrir ce qui s'est passé en tout cas avec cette héroïne de bande dessinée. Merci de nous avoir suivis. Cette semaine, on fait un partenariat avec la marque Zone.fr. C'est vraiment un des sites références pour tout ce qui est produits dérivés de bande dessinée. Ils vous offrent de très beaux cadeaux qui apparaissent à l'écran, c'est pas compliqué. unmondedebulle.com pour les gagner, rubrique concours. Et puis n'oubliez pas, tous les jeudis matins avec notre partenaire Métro, la rubrique
coup de cœur. Ciao et à la semaine prochaine ici à Saint-Malo.